Bonjour à toutes et à tous, et nous voici à nouveau partis pour un nouveau tutoriel théorique, à nouveau, on fait de la théorie, et avec des applications pratiques, mais c'est essentiellement de la théorie, et nous allons parler vitesse. Alors de la vitesse au singulier et des vitesses au pluriel. Alors pourquoi du singulier et du pluriel? Parce que nous allons aborder, nous allons commencer par un aspect plutôt physique de la vitesse. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de physique de terminale. Et on va aborder également les vitesses en avion, parce que vous allez voir qu'il y a différentes façons de mesurer, d'appréhender et d'utiliser les vitesses en avion, en aéronautique. Donc nous allons aborder tout ça. Première partie donc du tutoriel plutôt théorique sur les vitesses. On va faire une deuxième partie qui sera un peu longue peut-être, enfin vous trouverez peut-être un peu longue avec un peu de calcul. Alors rassurez-vous, pas de choses très compliquées, mais quand même un peu de calcul. Avec quelques formules, on va aborder justement quelques formules qui sont utiles pour faire des plans de vol et pour résoudre certains problèmes de navigation. On n'avait pas abordé ça jusque-là, et je pense qu'avec justement avec ces notions théoriques sur les vitesses, on peut maintenant aborder ces problèmes de navigation. Vous pouvez utiliser cette partie-là pour voler, ou pas forcément, vous pouvez très bien voler sans cette partie-là, notamment si vous êtes tout GPS. Alors si vous êtes débutant et que vous faites tout GPS, vous appuyez sur le bouton, vous regardez l'avion voler, vous savez que je n'aime pas trop parce qu'on n'apprend pas à piloter un appareil, on n'apprend pas à comprendre les subtilités du pilotage et vous n'apprendrez rien comme ça. Si vous appuyez sur le bouton et vous regardez, pour moi autant aller regarder une vidéo sur internet. Il y a des gens qui filment un vol, qui font une vidéo, qui disent voilà j'ai fait un Brest-Toulouse en Airbus, voilà je vous passe la vidéo, c'est super, bah ouais on regarde le paysage. Voilà, ça n'a pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. Alors quand vous êtes un pilote confirmé, bien sûr, c'est différent, mais si vous débutez, il faut tenir le manche, il faut voler avec des coucous, il faut regarder les cartes, il faut les comprendre, il faut se casser la tête, il faut y passer du temps. C'est comme ça. Si cette partie-là, néanmoins, vous est familière, parce que peut-être que ces formules, vous les avez déjà vues par ailleurs, ou vraiment que vous pensez que ça ne vous sert pas, vous pouvez très bien passer cette partie de la vidéo, mais n'arrêtez pas la vidéo là, parce que par contre, en fin de tutoriel, j'aborde d'autres questions qui sont très utiles à connaître, notamment sur les différentes vitesses dont on peut avoir besoin et leur signification et leur utilisation. Donc cette partie calcul, si elle vous embête, vous pouvez très bien la passer, mais n'arrêtez pas le tutoriel parce qu'il y a une autre partie à la fin qui quand même je pense est intéressante et qui doit être connue. Voilà, on va se lancer. Allez, on décolle. Alors vous avez, je pense, fait un peu de mécanique en physique au lycée. On parlait de cinématique du point. Bon, ça vous a peut-être pas laissé un souvenir impérissable. Enfin bon, c'est quand même utile. La cinématique, c'est le mouvement, c'est l'étude du mouvement, c'est l'étude des corps en mouvement. Donc en cinématique, la vitesse, vous le savez, ça correspond tout simplement à une distance parcourue en un temps donné. Vous vous souvenez, cette formule V est égale à D sur T. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. C'est une formule, je pense que tout le monde connaît, même si on n'est pas un grand physicien, c'est connu. Par ailleurs, la notion de vitesse, c'est quelque chose qui nous est familier dans la vie de tous les jours. En voiture, en vélo, à pied, quand on court, ce sont des notions que l'on connaît. Donc la vitesse d'un corps, alors ça c'est une notion importante, ça va dépendre d'un référentiel choisi. La vitesse elle est toujours définie par rapport à un référentiel. Habituellement on parle de référentiel terrestre, alors vous vous souvenez peut-être de vos cours de physique, on vous parlait de référentiel galiléen terrestre, c'est-à-dire le sol. On considère simplement que la Terre est immobile. Ce qui est faux, la Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, le Soleil se déplace très vite dans la Voie lactée elle-même se déplace par rapport aux autres galaxies, tout est en mouvement. Dans l'univers, tout est en mouvement. L'univers a horreur de l'immobilité. Mais bon, on considérera là aussi généralement le sol comme un élément fixe, comme un élément immobile. Donc ce sera notre référentiel. Juste un petit rappel là-dessus. On va prendre ici un premier exemple. Alors je vais faire pas mal d'analogies comme ça pour vous aider à comprendre parce qu'il y a des subtilités qui sont quand même assez difficiles parfois à saisir. Ici on va prendre l'exemple d'un quai de gare, donc qui est fixe évidemment, lui ne se déplace pas, avec un observateur ici, un quidam qui est placé sur le quai de la gare et qui regarde les trains passer.
Alors je vous vois venir, vous allez me dire, on fait un tutoriel sur l'avion et on parle de train. C'est plus facile, je sais, bon, je sais, ça peut paraître un peu curieux, mais c'est plus facile de parler de train que de parler d'avion au début. Hein. On va commencer par quelque chose de plus facile, vous allez voir, les trains vont nous aider à comprendre les avions. Voilà, donc on commence par le train. Vous avez ici un premier train rouge, que je vais représenter ici par ce rectangle, qui file à 10 km/h sur les voies. Alors, dans nos exemples ici, toujours, je parlerai de mouvement rectiligne uniforme. Il n'y a pas d'accélération. Les vitesses sont constantes et le mouvement est rectiligne. Je vous rappelle qu'une vitesse, elle est constante quand le vecteur vitesse est constant en norme, en taille, et également en direction. Si vous tournez, la vitesse n'est plus constante. Il y a une accélération. Ça, c'est de la physique. Hein. Bon, on va pas se prendre la tête avec ça, mais bon. Pour les gens qui sont, entre guillemets, physiciens, hein, voilà, on parle de mouvement rectiligne uniforme. Hein. Ici, on se déplace en ligne droite et à vitesse constante. Pas d'accélération. Donc ici, on a un premier train rouge qui se déplace de la gauche vers la droite à 10 km/h. Qu'est-ce que va voir ici notre observateur? Il va voir passer un train à 10 km/h de la gauche vers la droite. Tout simplement. C'est une expérience qu'on a tous fait. Si on a un passager ici, dans le train qui regarde le quai de gare, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il a l'impression de voir que le quai de gare recule, en fait, hein, par rapport au train, à une vitesse de 10 km/h. Alors, on sait bien que ce n'est pas le quai qui recule, mais que c'est le train qui avance, mais pourtant, c'est la sensation que aura le passager ici dans le train. Il aura l'impression que le quai recule. En fait, c'est une question de repère, hein, de référentiel, encore une fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que le quai et le train se déplacent l'un par rapport à l'autre à une vitesse de 10 km/h. Peu importe de savoir qui est-ce qui avance, qui est-ce qui recule, c'est pas important. Imaginons maintenant que nous ayons ici un deuxième train vert qui se déplace sur une autre voie, de préférence, à une vitesse de 100 km/h, ici dans la même direction que notre train rouge. Donc, notre observateur, qu'est-ce qu'il voit passer? La même chose qu'ici, sauf qu'ici, il voit un train qui passe plus rapidement, hein, qui passe à 100 km/h. Donc ça ne change pas grand-chose. Là aussi, il n'y a aucune difficulté à comprendre ce cas de figure. Par contre, ici, si nos trains, s'il y a deux passagers, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre passager ici dans le train rouge va voir le train ici, va voir un autre passager ici, peut-être qui est à la vitre du train, hein, ils vont se regarder, et il va voir ici un train qu'il dépasse, mais à quelle vitesse? Eh bien, pas à 100 km/h, mais à 90 km/h, hein, puisque c'est la différence ici des deux vitesses qui doivent être prises en compte. Donc ici, notre observateur, il voit un train passer à 10 km/h, il en voit un autre passer ici à 100 km/h, mais ces deux-là se déplacent l'un par rapport à l'autre à 90 km/h. C'est assez facile à comprendre. Imaginons maintenant une autre situation où on a un train bleu ici qui vient dans le sens inverse. Notre observateur, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit exactement la même chose que le train vert. Il voit un train passer à 100 km/h, mais dans l'autre sens, hein, de la droite vers la gauche. Bon, ok, il ne passe dans l'autre sens, mais il voit un train à 100 km/h. Par contre, ici, si nous avons deux observateurs qui, quand les trains se croisent, se voient passer, qu'est-ce qu'ils se voient? Eh bien, ils se voient chacun passer, non pas à 100 km/h, hein, mais à 110 km/h. Il faut ici ajouter les deux vitesses. Et c'est quelque chose que vous savez intuitivement, hein, quand il y a un accident sur la route, hein, si vous avez deux véhicules qui se rentrent dedans face à face, vous savez bien que les vitesses s'additionnent. Hein. Deux véhicules qui se rentrent qui roulent chacun à 50 km/h, qui se rentrent dedans face à face, ça fait l'équivalent d'un choc à 100 km/h. Ça fait beaucoup de casse. Hein. C'est toujours, hein, les collisions face à face, ça sont toujours redoutables. Nous allons avoir ici un dernier cas de figure avec ce train rose qui se déplace à 10 km/h sur une autre voie et dans le même sens que notre train rouge. Notre observateur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit exactement la même chose que le train rouge. Il voit un train ici qui se déplace de la gauche vers la droite à 10 km/h. Il voit la même chose. Par contre, ici, nos deux observateurs, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient que les deux trains sont immobiles l'un par rapport à l'autre puisqu'ils se déplacent à la même vitesse et dans le même sens. Le train rouge et le train rose sont, bien qu'en mouvement chacun, ils sont immobiles l'un par rapport à l'autre. Tout est une question de référentiel. Dans la vie courante, le référentiel qu'on utilise, c'est la terre, c'est le sol.
Une voiture, hein, quand vous regardez le compteur de votre voiture qui vous indique la vitesse, c'est la vitesse par rapport à la route, c'est la vitesse par rapport au sol, c'est la vitesse par rapport à la terre, c'est la vitesse par rapport à un référentiel terrestre galiléen. On l'exprime évidemment pas comme ça, mais c'est une évidence. Le radar automatique, hein, qui est placé sur le bord de la route, il mesure la vitesse de l'appareil par rapport à lui-même, hein, et lui-même il est fixe. Enfin, le radar, hein, c'est un radar fixe. Voilà. Donc ces notions-là, il faut bien les comprendre. Il faut bien que ça soit clair. Alors en aviation, hein, on utilise en général, il y a deux unités de vitesse, hein, que vous verrez habituellement utilisées. La première, vous la connaissez maintenant, hein, c'est le nœud. Il est noté KT, hein, c'est une donnée, ça veut dire 1000 nautiques par heure. On n'utilise jamais cette expression, on parle toujours de nœud. Je vous rappelle qu'un nœud correspond à 1,852 km/h. On utilise également le Mach, hein, notamment dans les altitudes élevées. On utilise le Mach qu'on note MA. Le nombre de Mach, c'est un rapport de vitesse. C'est la vitesse de l'avion divisée par la vitesse du son dans l'air. Mach 1, la vitesse du son, hein, c'est la vitesse du son. Hein, ça veut dire qu'à Mach 1, l'avion vole à la vitesse du son. Alors en aviation légère, hein, on n'a pas de machmètre. À bord de notre petit Cessna, on utilise un badin tout simple, gradué en nœuds, c'est suffisant. On n'utilise pas de machmètre. Vous trouverez des machmètres sur des appareils beaucoup plus performants, hein, notamment sur des avions de ligne. Alors les avions de ligne, évidemment, ne volent pas la vitesse du son. Hein, ce ne sont pas des vitesses... Enfin, les vols civils, habituellement, ne sont pas supersoniques. Hein. Il n'y avait qu'un exemple, c'était le Concorde. Alors il existe des projets, je crois, d'avions supersoniques, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de vols commerciaux supersoniques depuis l'arrêt du Concorde. Simplement, vous avez un machmètre à bord de ces appareils parce qu'en fait, ces avions ne sont pas conçus pour atteindre et encore moins dépasser la vitesse du son. C'est très compliqué. Donc, ces appareils doivent surtout rester en dessous de la vitesse du son et le machmètre sert simplement à bien s'assurer que les appareils n'atteignent pas cette vitesse. Voilà. Voilà. Dans notre tutoriel, on ne parlera pas de ce type de vitesse. Hein. Donc c'est juste ici pour votre culture générale, hein, c'est juste un rappel, mais on ne traitera pas, hein, de vol supersonique, hein, ni rien de ce genre. On restera sur des vitesses beaucoup plus raisonnables. Le nombre de Mach, hein, c'est un rapport de vitesse, donc c'est un nombre sans unité. C'est une grandeur sans unité. Vous noterez également, c'est rare mais ça arrive, hein, que certains appareils ont des badins qui sont gradué en une autre unité que le nœud. Ça peut être des kilomètres par heure ou des milles terrestres par heure. Le TMPH. Voilà. Ça peut arriver. C'est d'ailleurs assez embêtant parce que quand on a l'habitude des nœuds, c'est compliqué de revenir au kilomètre heure. Alors comment est-ce qu'on mesure la vitesse d'un appareil, d'un avion? Sur Terre, c'est relativement simple. Hein. Quand vous avez une voiture qui roule sur la route, hein, en fait, votre roue fait un tour complet. Hein. La circonférence de la roue, c'est quelque chose, c'est une mesure que l'on connaît, c'est une dimension que l'on connaît. Le temps, hein, que met votre voiture pour faire un tour de roue, pour parcourir une distance, ça aussi c'est facilement mesurable, donc ça ne pose pas de gros problèmes. Par contre, l'avion, lui, se déplace dans un élément qui est l'air, hein, qui est un élément dynamique, fluide, mobile, changeant. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors on va voir, hein, un peu plus loin comment on s'y prend, mais vous allez voir que c'est quelque chose quand même techniquement d'assez complexe. L'instrument qui nous indique la vitesse sur un avion, vous le connaissez, hein, c'est l'anémomètre ou le badin. Ça se présente tout simplement sous la forme d'un compteur, comme un compteur de voiture, hein, votre compteur de vitesse sur la voiture, avec une aiguille, tout simplement. À noter que dans les avioniques modernes, ce qu'on appelle les glass cockpit, type G1000 par exemple, vous avez une présentation un peu différente, hein, avec souvent un affichage numérique sous forme de jauge qui défile, etc. C'est différent, ça demande un peu d'habitude, mais on s'y fait très vite. Alors on a parlé de train, maintenant on va parler de cyclistes. Rassurez-vous, on va parler d'avion, mais un peu après. Un cycliste à l'arrêt, dans l'air calme, il ne ressent pas de vent. D'accord ? Il est immobile, l'air autour de lui est immobile, il ne se passe rien. Par contre, si notre cycliste se met à pédaler à par exemple 20 km/h, il va sentir l'effet du vent. Il va sentir l'effet de l'air, c'est une expérience que vous avez déjà fait. En voiture aussi, hein, si vous ouvrez les vitres, hein, quand vous commencez à rouler, vous sentez bien qu'il y a de l'air. Hein. Alors qu'il n'y a pas de vent.
Cet effet, hein, en fait, ce n'est pas l'air qui se déplace, mais c'est vous qui vous déplacez par rapport à l'air. Le cycliste se déplace par rapport à l'air, et donc il a cet effet de vent. C'est ce qu'on appelle le vent relatif. Ça, c'est une notion importante, cette notion de vent relatif. L'air résiste, en fait, s'oppose à vous, vous oppose une résistance. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que vous connaissez. Par contre, imaginons que notre cycliste soit à l'arrêt, pied à terre, mais que ce soit le vent qui souffle à 20 km/h, ce qui peut arriver, il y a du vent ce jour-là, eh bien le cycliste aura exactement la même sensation que quand il pédalait à 20 km/h dans l'air immobile. En fait, ce qui importe, c'est pas tellement de savoir si c'est le cycliste qui se déplace dans l'air ou l'air qui se déplace par rapport au cycliste. En fait, c'est simplement que l'un par rapport à l'autre se déplace à une vitesse de 20 km/h. C'est exactement la même chose qu'avec nos trains sur le quai de gare. Voilà, que ce soit le train qui avance à 10 km/h ou le quai de gare qui recule à 10, peu importe, l'un par rapport à l'autre, il se déplace à 10 km/h. Par contre, alors, on va ici aborder des petits schémas explicatifs. Donc, vous avez ici un cycliste qui est à l'arrêt, vous avez un spectateur ici qui le regarde, qui est à l'arrêt, et vous avez le vent à 20 km/h. Bien, le spectateur va voir le cycliste à l'arrêt, et les deux personnages vont sentir le vent. Ils vont sentir tous les deux que le vent souffle à 20 km/h. Prenons maintenant un autre cas de figure. Ici, le vent est nul. L'air est immobile, il ne se déplace pas. Il est comme la Terre, il ne se déplace pas. Le cycliste, lui, s'élance à 20 km/h. Eh bien, qu'est-ce que va avoir le spectateur? Le spectateur, il va voir le cycliste s'élancer à 20 km/h. Évidemment. Le cycliste, ici, va ressentir l'effet de l'air à 20 km/h alors que le vent est nul, mais c'est ce qu'on appelle le vent relatif. Ça, c'est parce que lui-même se déplace en fait à 20 km/h dans une masse d'air qui est immobile. Donc, lui se déplace à 20 km/h par rapport à cette masse d'air. Il aura donc cet effet de vent relatif. Par contre, le spectateur, lui, qui est arrêté, ne ressentira évidemment aucun effet de vent, puisque le vent, je vous le rappelle, est nul dans ce cas de figure. On va envisager un troisième cas. Ici, le vent va souffler de la gauche vers la droite, alors qu'ici, il souffle de la droite vers la gauche. Ici, le vent va souffler de la gauche vers la droite. Notre cycliste va s'élancer à 20 km/h. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, notre spectateur, là, lui, va ressentir le vent, puisque le vent souffle à 20 km/h. Il va voir également le cycliste se déplacer à 20 km/h. Mais notre cycliste, lui, est-ce qu'il va ressentir le vent? Eh bien, non. Il ne va pas ressentir de vent parce qu'il se déplace à 20 km/h dans le même sens qu'une masse d'air qui se déplace elle-même à 20 km/h. Donc, il n'aura aucun effet de vent. C'est comme si, pour reprendre l'histoire de notre train, imaginez que votre train roule à 10 km/h, d'accord, de gauche à droite, et imaginez maintenant que votre quai de gare, par je ne sais quel procédé, se déplace également à 10 km/h de la gauche vers la droite. Eh bien, le train se déplacera effectivement par rapport à la Terre à 10 km/h, mais par rapport au quai de gare qui se déplace en même temps que lui, il ne se déplacera pas. C'est l'histoire de nos deux trains qui se déplaçaient tous les deux sur des voies parallèles à 10 km/h, et bien ils étaient immobiles l'un par rapport à l'autre. Et bien ici, le cycliste est immobile par rapport à la masse d'air parce qu'il se déplace tous les deux à la même vitesse et dans le même sens. Et ça, vous allez voir, c'est très important. Ce troisième cas de figure est vraiment très très important en aviation. D'ailleurs, c'est dramatique parce que si ce cas de figure se produit en aviation, l'avion va se casser la figure. L'avion ne peut pas tenir. Alors, on va commencer à parler des différentes vitesses qu'on utilise en aviation. La première, que vous avez d'ailleurs déjà utilisée, c'est la vitesse indiquée, qu'on appelle également indicated airspeed. C'est IA qui est notée, alors on peut la noter IAS, KIAS parce qu'elle est exprimée en E en général, ou VI pour vitesse indiquée. C'est celle que vous lisez sur le badin, c'est celle que vous lisez directement sur l'anémomètre, sur le tableau de bord. C'est celle que nous avons utilisée dans les vols précédents. Si vous avez fait déjà mes tutoriels ou si vous avez déjà volé avec un avion, si vous avez fait des vols, c'est la vitesse que vous avez utilisée. Peut-être sans le savoir d'ailleurs. Comme son nom l'indique, la vitesse indiquée, c'est la vitesse qui est indiquée par les instruments. Cette mesure de vitesse, elle fait intervenir la mesure de la pression de l'air. Alors, on va voir comment ça fonctionne de manière un peu plus détaillée et un peu plus technique. Un corps immobile, il est soumis à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique s'exerce en tout point. C'est ce qu'on appelle la pression statique.
Cette pression atmosphérique, on ne la ressent pas habituellement, hein, parce qu'on y est habitué, mais vous la ressentez quand par exemple vous montez en voiture hein, sur une route de montagne, ou quand vous descendez sur une route de montagne, vous avez les oreilles qui se bougent, vous avez la même sensation en avion, quand vous montez, quand vous descendez, les oreilles se bougent. Bah, c'est un des effets de la pression atmosphérique, hein, quand elle varie brusquement, les tympans, hein, c'est désagréable, vous avez une sensation désagréable dans les oreilles. Maintenant, si on prend ce même corps immobile et qu'on le met cette fois-ci en mouvement dans l'air, il sera évidemment toujours soumis à la pression atmosphérique, hein, et à cette pression viendra s'ajouter ce qu'on appelle la pression dynamique. C'est celle qui est générée par l'écoulement de l'air à sa surface. C'est le vent relatif, hein, c'est quand vous êtes à vélo, hein, vous prenez une descente, hein, vous sentez l'effet de l'air, hein, l'air exerce une pression sur vous, s'oppose à votre déplacement, ça peut être d'ailleurs désagréable, hein, et ben c'est ça que l'on ressent, et plus on a de vitesse, plus cette pression exercée par l'air, hein, plus cette résistance de l'air va être ressentie. Et bien c'est en mesurant en fait cette résistance de l'air, cette pression exercée par l'air, qu'on va pouvoir estimer la vitesse d'un avion dans l'air. Plus la vitesse augmente, bien sûr, plus la pression dynamique augmente. Alors, le problème, hein, c'est que si on mesure la pression au niveau d'un corps en mouvement, eh bien, ce qu'on va mesurer, c'est la somme des deux pressions, c'est-à-dire la pression atmosphérique statique hein, et la pression dynamique liée au mouvement, liée au vent relatif. C'est une pression totale. Et nous, ce qui nous intéresse, évidemment, ça va être uniquement la pression liée à la vitesse, hein, liée au mouvement, c'est la pression dynamique. Alors de manière assez simple, hein, on va faire un petit artifice pour pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien simplement, on va utiliser deux sondes différentes. Hein. Une première sonde qui va mesurer la pression totale, et une deuxième sonde qui va mesurer la pression statique, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Et la différence des deux nous donnera la pression dynamique, c'est-à-dire celle qui est liée à la vitesse, celle qui est liée au mouvement. Alors, on a donc une prise d'air statique, qui est située généralement dans un endroit de l'appareil qui est un peu abrité, et vous avez une sonde qu'on appelle la sonde pitot ou le tube pitot, hein, je vous en ai déjà parlé, hein, qui va mesurer la pression totale, et le tube pitot en général il est situé à l'avant de l'appareil, hein. Il peut être situé au niveau du bord d'attaque de l'aile par exemple, ou également au niveau de la cellule de l'appareil, hein, généralement au niveau du nez de l'appareil par exemple, hein, voilà, hein, c'est sur une zone généralement très exposée. Et donc la pression, la différence des deux, hein, il y a un petit calculateur qui va faire la différence des deux, ça va mesurer cette pression dynamique, donc celle qui est liée au mouvement, au déplacement de l'avion dans l'air, et à partir de là, on va en déduire la vitesse. Alors c'est comme pour l'altimétrie, hein, on mesure une pression, en altimétrie, vous vous souvenez, on mesure une pression, et on en déduit une vitesse, une altitude, pardon, et là on mesure une pression, on en déduit une vitesse. Donc là, c'est la mesure de la vitesse se fait en utilisant une relation pression-vitesse. Et on va faire ça en utilisant comme modèle de référence un modèle que nous avons déjà rencontré, qui est le modèle de l'atmosphère standard, le modèle ISA. Alors, si vous avez regardé hein, mon tutoriel précédent sur l'altimétrie, je vous expose ça en détail, hein, cette histoire d'atmosphère standard. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder cette vidéo, parce que ça va vous aider un peu à mieux à comprendre ce que je vais vous expliquer là. Je ne vais pas tout représenter, je ne vais pas tout refaire. Si vous voulez le faire, c'est au début de la vidéo, hein, je crois que c'est dans le premier quart d'heure, hein, c'est pas très long. Voilà, hein, j'en parle, c'est assez détaillé. Voilà. Là, je vais quand même vous faire un minimum de rappel pour que vous puissiez suivre néanmoins, hein, mais si ça vous paraît pas très clair, regardez ce petit tutoriel sur l'altimétrie, au moins le premier quart d'heure, hein, c'est bien, j'espère que c'est bien expliqué. Donc, le modèle atmosphérique standard, c'est un modèle de référence théorique qui présente certaines caractéristiques. Je vous en rapporte ici, hein, je vous en rappelle certaines. L'altitude au niveau de la mer, il est égal à 1013 hectopascales. La température au niveau de la mer, elle est fixée à 15 degrés Celsius, et on considère que la densité d'air est égale à 1, mais peu importe. On va noter VC. Alors, la vitesse conventionnelle, je vous en parle uniquement parce que parfois on la retrouve dans certains manuels de pilotage. C'est juste pour que vous sachiez ce que c'est. Voilà, mais vous pouvez l'oublier, parce qu'en pratique on l'utilise quasiment pas. Hein. Donc voilà, mais que vous sachiez, hein, si vous voyez cette notation, vous vous disiez bah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, bah, la vitesse conventionnelle, en fait, c'est une vitesse qu'on mesurerait théoriquement si nos instruments de mesure étaient justes. Hein. Vous avez vu que pour mesurer hein, ici
notre pression, on utilisait deux sondes, une qui mesure la pression statique et le tube pitot qui mesure la pression totale. Et bien, si ces sondes prenaient des mesures vraiment rigoureusement exactes de la pression, on obtiendrait cette vitesse, qui est la vitesse conventionnelle, qu'on appelle aussi CAS, en anglais Calibrated Airspeed. Mais malheureusement, on ne fait jamais cette mesure-là parce qu'en fait, mesurer la pression statique sur un appareil en mouvement, sur un appareil qui vole quand même assez vite, c'est très compliqué et cette pression, en fait, elle est faussée, elle n'est pas exacte. Et donc, on n'arrive jamais à avoir cette vitesse conventionnelle, elle est toujours faussée. Donc, en fait, ce qu'on mesure, c'est la vitesse indiquée. C'est l'IAS, c'est cette mesure-là. Et par convention, on confondra les deux. On confondra toujours la vitesse conventionnelle, enfin en tout cas presque toujours, on confondra la vitesse conventionnelle avec la vitesse indiquée. Il faut savoir que la différence, elle est de l'ordre de 1 ou 2 nœuds. Elle est très faible, c'est pour ça qu'on peut négliger l'erreur. Du fait de l'erreur, ici je vous le mets, de la pression statique, bon voilà, cette pression mesurée elle est inexacte, mais en aviation générale, on peut faire abstraction de cette erreur-là. Donc on parlera quasiment jamais de vitesse conventionnelle ou de CAS, mais on parlera plutôt d'IAS, d'Indicated Airspeed, de vitesse indiquée. Donc cette IAS, elle est extrêmement importante, ça va être la vitesse de pilotage. C'est la vitesse que vous allez utiliser, c'est la vitesse à laquelle vous allez vous référer pour piloter votre appareil. Alors cette IAS, eh bien, elle est fausse. Eh oui. Ah oui. L'altimètre, on l'a vu, si vous avez vu mon truc sur l'altimétrie, l'altimètre il vous donne une altitude qui est fausse, et le tachymètre, l'anémomètre, pardon, le badin vous donne une vitesse qui est fausse. Pas de chance. Alors c'est faux pour de multiples raisons. On a vu déjà que la mesure des pressions, c'est pas évident, mais en plus de ça, eh bien, nous nous basons sur des propriétés de l'atmosphère standard, et comme en altimétrie, on l'a vu, on est rarement dans les conditions standards. Donc déjà ça va évidemment provoquer un certain nombre d'erreurs, un certain pourcentage d'erreurs. Et il y a également quelque chose d'important, et ça on l'a vu aussi en altimétrie, c'est que dès que l'on monte, dès qu'on prend de l'altitude, la pression diminue. Vous vous souvenez, à chaque fois que vous vous élevez de 28 pieds, vous perdez 1 hectopascal de pression. Tous les 28 pieds d'altitude, on perd 1 hectopascal de pression dans le modèle de l'atmosphère standard, dans le modèle ISA. Et donc, plus vous allez monter, plus votre vitesse va être sous-estimée. En altitude, la pression baisse, et donc la vitesse IAS, celle que vous lirez sur le badin, elle sera sous-estimée. Votre vitesse réelle, en fait, sera supérieure à celle que vous lirez sur l'instrument. Vous aurez aussi parfois cette impression de, quand vous allez voler plus haut, si vous faites des vols un peu plus haut, si vous volez à des altitudes plus importantes, vous aurez l'impression que, en lisant votre badin, que, en fait, plus vous volez haut, plus vous volez doucement. C'est pas que vous volez plus doucement, en général, au contraire, plus vous volez haut, plus vous volez vite. C'est simplement que, plus vous volez haut, et plus votre badin commet une erreur importante. Il en va de même pour la température. Plus la température est haute par rapport au modèle prévu, par rapport à la température prévue par le modèle ISA, plus votre vitesse indiquée sera sous-estimée. Vous verrez ça un peu partout, plus haut, plus chaud, plus vite. Plus vous montez, plus vous allez haut, plus votre vitesse est sous-estimée, et plus la température est élevée, et également plus votre vitesse est sous-estimée. Voilà, plus haut, plus chaud, plus vite. Maintenant, on va parler de vitesse vraie et de vitesse propre. Alors, vitesse vraie, on peut la noter VV. On parle aussi de vitesse R. Alors, il y a beaucoup de termes. Ils sont en général synonymes, ou ils peuvent être confondus. Alors, attention, il y a deux types de confusion. Il y a la confusion parce qu'on se trompe, et ça c'est fréquent, mais il y a aussi la confusion, on peut confondre les choses volontairement, parce que on considère que c'est sensiblement la même chose. Voilà. Si on les confond, si on les assimile, on commet une erreur qui est très faible et ça n'a pas d'incidence sur le vol. Donc cette vitesse vraie ou vitesse propre, vous allez voir, on les confond volontairement. La vitesse vraie ou vitesse R, c'est la vitesse de déplacement de votre appareil dans la masse d'air qui l'entoure. En anglais, on parle de True Airspeed et elle est notée TAS ou KTAS quand elle est exprimée en E. La TAS, en fait, par rapport à l'IAS, c'est l'IAS qui est corrigée.
Corriger de quoi? Elle est corrigée de la pression atmosphérique et de la température. Et on va le faire par le calcul, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Alors, voilà, hein, donc c'est l'histoire de notre... On revient un peu à l'histoire de notre cycliste qui pédale dans le vent. Voilà, hein, soit c'est l'air qui se déplace par rapport au cycliste, ou c'est le cycliste qui se déplace à la masse d'air. Mais en fait, dans la vie courante, on a les deux. Hein, c'est-à-dire que souvent la masse d'air, elle n'est pas immobile, et le cycliste n'est pas immobile. Un avion, c'est jamais immobile en l'air. Hein, un avion en l'air qui est immobile, il se casse la figure. Donc, en réalité, le vent se déplace dans un sens, et l'avion se déplace dans un autre, et il va falloir mesurer une vitesse avec ça. Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué, mais on y arrive. Alors la vitesse propre, en fait, c'est la composante horizontale de la vitesse vraie. En pratique, on confondra les deux. Hein. La vitesse vraie, c'est égal à la true airspeed, à la TAS, et c'est égal à la vitesse propre. Je vous l'ai mis ici en rouge. Hein. On peut confondre ces trois termes. Hein, parce que souvent, vous verrez les termes et on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, la vitesse vraie? On croit avoir compris, puis après on parle de vitesse propre, et puis après on parle de TAS, de KTS. On confond tout, on se mélange. C'est la même chose. Vous pouvez assimiler les deux, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors là, je vous montre un petit schéma pour vous aider à comprendre. À gauche, ici, vous avez un petit coucou qui vole en palier, il vole à l'horizontale, et vous avez un vecteur vitesse V. Et bien ici, ce vecteur vitesse, vous voyez ici, je vous le décompose, sa composante verticale, elle est nulle. Alors ça, c'est le cas le plus fréquent. Hein. Le plus fréquent, un avion, c'est le cas le plus fréquent, un avion, il vole en palier. Hein. Voilà. En vol de croisière, vous volez normalement en palier. Vous êtes dans cette situation-là. Donc la vitesse propre, je vous ai dit que c'était la composante horizontale de la vitesse vraie. Et bien vous voyez, ici, c'est égal. Vous n'allez pas se casser la tête, hein. C'est la même chose. Dans un cas de figure très peu fréquent, c'est celui-ci. Alors vous imaginez ici un avion qui tombe comme ça, comme une pierre, ou alors qui ferait une montée en chandelle, hein, comme une fusée. Un Cessna qui décolle comme une fusée ou qui fait une montée en chandelle, c'est quand même peu probable. Hein. En aviation civile, on n'a normalement pas ce genre de situation. Voilà. Alors là, effectivement, la composante horizontale du vecteur vitesse, elle est nulle. Alors là, effectivement, confondre la vitesse propre et la vitesse vraie, dans ce cas de figure, c'est pas vrai, mais c'est un cas de figure qui ne se présente jamais. Le cas de figure qui se présente le plus fréquemment, c'est celui-ci. Éventuellement celui-ci quand vous êtes en montée ou en descente. Alors, et vous voyez ici que je vous ai décomposé votre vitesse vraie avec sa composante ici horizontale qui donne la vitesse propre, mais en fait cet angle ici de montée en aviation avec les avions qu'on utilise, il est souvent assez faible, et donc la différence entre la vitesse vraie et sa composante horizontale, la vitesse propre, la différence est très faible, et donc on peut les considérer comme égales. Voilà. Je vous donne ici l'explication, pourquoi est-ce qu'on confond les deux, c'est parce qu'en fait il y a très très peu de différence. La plupart du temps c'est égal, et dans des cas comme ça, c'est sensiblement la même chose. Ce cas de figure-là, évidemment, n'est pas très réaliste. Et donc on ne le prendra pas en considération. Alors là, j'ai mis un petit bonhomme avec un point d'interrogation là qui se gratte un peu la tête. Hein. IAS et KTAS, bon ok, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et comment on passe de l'IAS à la KTAS? Eh bien, l'IAS, elle est mesurée directement par les sondes. Alors cette vitesse, elle est fausse, hein, mais c'est celle que vous allez utiliser en vol. Voilà, c'est celle que vous allez utiliser en vol. C'est celle que vous allez utiliser pour piloter. C'est la vitesse de pilotage. La TAS, la True Airspeed, c'est une vitesse en fait qu'on va déduire de l'IAS après correction de l'altitude et de la pression. Enfin, de la pression pardon, et de la température. Alors je vous rappelle que le badin il est étalonné sur les propriétés de l'atmosphère standard, 15 degrés au niveau de la mer, et toujours au niveau de la mer, une pression d'environ 1013 hectopascales. Voilà. Donc le badin, il va vous donner une vitesse, une bonne vitesse quand vous volerez en fait à 15 degrés au niveau de la mer à 1013 hectopascales. Voilà. Dans ces cas-là, effectivement, l'IAS est égal à la TAS. Sinon, en dehors de ce cas qui est assez peu probable, évidemment, l'IAS est une vitesse qui est fausse. Voilà. Et qu'il faudra corriger pour obtenir la true airspeed, la vitesse propre ou vitesse vraie. Alors comment on s'y prend?
eh bien, il y a une règle. Alors, c'est valable, je crois, jusqu'à une certaine altitude. Hein. C'est pas valable indéfiniment, mais enfin, bon, je vais vous exposer cette petite règle. Il faut ajouter 1% de la valeur de l'IAS tous les 600 pieds d'altitude. C'est-à-dire 5% tous les 3000 pieds, c'est-à-dire aussi, hein, dit autrement, 10% tous les 6000 pieds. C'est-à-dire qu'à chaque fois hein, que vous allez vous élever de 600 pieds, il faudra corriger votre vitesse IAS, hein, votre vitesse indiquée, celle que vous lisez sur le bâtin, de 1%. Il faudra rajouter 1%. C'est-à-dire que si vous volez à 100 nœuds, bah, il faudra rajouter un nœud tous les 600 pieds d'altitude. Voilà. Donc si vous montez de 3000 pieds, évidemment, bah, il faudra rajouter 5%. Hein. Si vous êtes à 6000 pieds, il faudra rajouter 10%. Si vous êtes à 9000, bah, il faudra rajouter 15%. Je vous ai mis ici une formule mathématique. Alors là, oui, un petit bonhomme, il fait un peu la tête. Hein. Il dit, oulala, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas trop de calcul. Bon, bon, là, là. Bon, alors, en fait, c'est assez simple. Alors, cette formule, elle peut paraître un peu tarabiscotée, un peu compliquée, mais vous allez voir, c'est très très simple. En fait, il suffit de calculer un pourcentage de correction. Et vous pouvez le faire en calcul mental. Et pour ce faire, eh bien, il suffit de prendre votre altitude exprimée en pieds. Vous la divisez par 100, ce qui revient à enlever les deux derniers zéros. En général, les altitudes sont exprimées en niveau de vol, hein, en chiffres ronds, donc c'est 10 000, 5 000, 3 000. Vous n'avez pas de chiffres très compliqués, hein, ce sont des chiffres ronds. Il suffit d'enlever les deux zéros et de diviser ce chiffre par 6. Donc par exemple, ici j'ai pris un exemple de 12 000 pieds, donc vous enlevez les deux zéros, ça fait 120, vous divisez 120 par 6, ça vous fait 20. Et bien il faudra corriger votre vitesse de 20%. Donc si vous volez par exemple à 100 nœuds à 12 000 pieds, eh bien il faudra rajouter 20%, c'est-à-dire 20. Votre vitesse, hein, ce sera donc votre TAS, hein, votre vitesse propre, elle sera de 120 nœuds. Si vous volez à 8000 pieds, bah, c'est 80 divisé par 6, de tête on trouve environ 13%. Bah, il faudra corriger votre vitesse d'environ 13%. Hein, donc pareil, hein, si vous volez à 100 nœuds à 8000 pieds, bah, il faudra rajouter 13 nœuds, 113. De même ici. Hein. Alors vous voyez, à 16 000 pieds, il faut corriger de 27%. Hein. Ça commence à faire pas mal. Hein. Vous voyez que quand même, hein, en altitude, hein, y a une erreur assez importante. Voilà, donc cette formule qui peut paraître un peu compliquée, vous voyez ici, en fait c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de diviser, ici d'enlever les deux derniers zéros, de diviser par 6 et ça vous donne le pourcentage de correction à effectuer. Correction en fonction de la température. Alors là, c'est 1%. De correction tous les 5 degrés d'écart par rapport aux conditions ISA. Alors ça, je vous en parle hein, dans mon tutoriel sur l'altimétrie. Voilà, donc je vous renvoie à ce calcul. On va en refaire un ici, hein, mais voilà, bon, je le détaille. Donc on est par exemple ici, je vous rappelle les conditions ISA, hein, 15 degrés au niveau de la mer, et dans les conditions ISA, on perd 2 degrés tous les 1000 pieds. À chaque fois que vous vous élevez de 1000 pieds, on considère que la température baisse de 2 degrés Celsius. Donc, pour ici calculer cette correction de la température, en fonction de la température, il faut déjà calculer la température prévue par le modèle ISA à l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Donc si par exemple vous êtes à 12 000 pieds, eh bien vous savez que vous perdez 2 degrés tous les 1000 pieds. Donc vous allez perdre 2 fois 12 égale 24 degrés. Tout simplement. Et comme on sait qu'il fait 15 degrés au niveau de la mer, toujours dans les conditions ISA, il faudra faire donc 15 moins 24 et vous allez trouver moins 8. Ce qui signifie que dans les conditions ISA, hein, dans les conditions de l'atmosphère standard, à 12 000 pieds, vous devriez avoir une température de moins 8 degrés. D'accord ? Or nous, hein, notre appareil, hein, à bord de notre avion, la sonde extérieure nous indique une température extérieure de moins 3 degrés. Donc vous voyez ici, on est plus chaud, hein, on est plus chaud, donc vous avez ici 5 degrés d'écart, plus 5 degrés, donc nous sommes dans des conditions ISA plus 5. Et on a vu que tous les 5 degrés d'écart, il fallait corriger de 1%, et bien il faudra rajouter 1% de correction à la vitesse que nous lisons sur le bâtin. Vous voyez ici, les corrections restent quand même relativement faibles. Hein. Les corrections liées à l'altitude sont globalement beaucoup plus importantes. Les corrections liées à la température, généralement, sont de l'ordre de quelques pourcents. C'est quand même assez faible. Hein. La température a une influence moins importante que l'altitude et la pression. Voilà.
Si par contre on avait été dans les conditions ISA-5, si par exemple à la place de mesurer ici une température de -3, on avait une température de -13, c'est-à-dire 5 degrés de moins, on aurait été aux conditions ISA-5, il aurait fallu retrancher 1%. Je vous rappelle, plus chaud plus vite, mais plus froid moins vite. Ensuite, une autre vitesse, et c'est la troisième que nous verrons, qu'on utilise assez souvent et dont on parle assez souvent, c'est la vitesse sol, qu'on appelle aussi ground speed. Alors la vitesse sol, on peut l'appeler, on peut la noter VS, ou souvent vous verrez plutôt ce terme de GS pour ground speed. C'est plutôt ce terme-là qu'on rencontre, notamment sur les instruments. Donc je vous rappelle que la TAS, la vitesse propre, c'était la vitesse de l'avion par rapport à la masse d'air qui l'entoure. Et on la déduisait de l'IAS après correction donc de la pression et de la température. Alors on peut se dire, mais est-ce que justement la ground speed et la VS, est-ce que la ground speed et la vitesse propre c'est pas la même chose? Et ben non, parce que justement, en fait la ground speed c'est votre vitesse par rapport au sol, et que votre vitesse propre c'est la vitesse par rapport à l'air. Et comme l'air généralement n'est pas immobile, il se déplace par rapport au sol, et bien ça va faire deux vitesses différentes. Il faudra utiliser deux vitesses différentes. Voilà. Il y a un cas évidemment où ces deux vitesses sont confondues, c'est quand l'air est immobile. Mais c'est un cas de figure assez rare. En général, l'air est toujours en mouvement. Alors, voilà, mon petit bonhomme là, il est peut-être un peu comme vous, il est peut-être un peu triste, il se dit oulala, mais pourquoi toutes ces vitesses? Bon, c'est quand même un peu compliqué, on pouvait pas faire plus simple, parce qu'en fait la vitesse, je dis c'est la clé de tout ou presque, en tout cas c'est très important et on va utiliser chacune de ces vitesses pour différentes choses. Alors, chaque vitesse a son utilité, c'est un outil. C'est un outil dont vous aurez besoin en vol pour manœuvrer, au sol pour préparer votre vol, pour préparer des temps de vol, etc. Il vous faudra utiliser chacune de ces vitesses en fonction des situations et en fonction de ce que vous voudrez faire. Voilà. Calculer un temps de vol, calculer une quantité de carburant embarqué, etc. Vous aurez besoin de ça. Et vous verrez que ces vitesses également interviennent après dans tout un tas de calculs de navigation. Tout un tas de problèmes de navigation font intervenir ces vitesses. Voilà, donc il faut absolument maîtriser ça. Ou tout au moins comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va revenir ici sur la vitesse indiquée. C'est celle qui est lue sur le badin, c'est la plus accessible. Et bien c'est celle que vous trouverez dans les manuels de vol. Quand vous allez regarder dans un manuel de vol, quand on vous dit la vitesse de rotation c'est tant, la vitesse de décrochage c'est tant, pour sortir vos volets c'est pas, voilà, il y a une vitesse limite, etc. Ce sera toujours de cette vitesse indiquée, de cette IAS, celle que vous lirez sur le badin. Je vous l'ai dit, c'est la vitesse de pilotage. C'est la vitesse qu'on utilise pour tout ce qui est performance aérodynamique de l'avion. Donc c'est une vitesse extrêmement importante. Pour manœuvrer, pour atterrir, etc., c'est encore l'IAS que vous utiliserez. Donc le badin. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous lisez directement vos instruments et vous êtes bon. C'est également celle que vous trouverez spécifiée dans les procédures, approche, hippodrome, etc. Parfois vous avez des vitesses limites, on va vous dire qu'il faut pas voler au-dessus de 180 nœuds, par exemple, ou au-dessus de 200 nœuds, eh bien, c'est toujours ici de cette vitesse indiquée dont il est question. C'est également celle que vous utiliserez avec le contrôleur aérien. Si le contrôleur aérien vous demande de réduire votre vitesse, par exemple, à 200 nœuds, eh bien, c'est encore de cette vitesse indiquée dont il sera question. La vitesse propre, ou True Airspeed, ou TAS. Alors celle-ci, elle est obtenue, donc on l'a vu, à partir de l'IAS, en apportant une correction par rapport à l'altitude et à la température. Elle va vous donner la vitesse de déplacement de l'avion dans la masse d'air qui l'entoure. Elle est utilisée dans de nombreux calculs aéronautiques, et notamment une grandeur qu'on va voir, le facteur de base. C'est une vitesse extrêmement importante et il faut savoir la calculer. Elle permet également de connaître la vitesse sol, la ground speed. La ground speed, on peut la calculer à partir ici de la TAS. Alors, je vous rassure peut-être, ces vitesses, les avioniques modernes, type G1000, etc., les FMS, tout ce qui est avionique, ordinateur de bord, en général, ces vitesses, ils vous les donnent. Vous n'avez pas à les calculer, elles sont indiquées sur les instruments. D'ailleurs, sur notre Cessna, la ground speed, par exemple, elle est indiquée.
hein, le GPS du Cessna, hein, le GNS 530, là, il vous la donne, la ground speed. Hein. Je ne sais plus s'il donne la TAS, mais la ground speed, je suis sûr qu'il vous la donne. Donc il y a certaines vitesses que vous n'avez pas à calculer, hein, vous n'avez pas forcément besoin de les calculer. Mais oui, il faut au moins quand même connaître hein, ce qu'elles représentent et savoir comment on les calcule et comment les utiliser. La vitesse au sol, c'est la vitesse hein, à laquelle un observateur placé au sol verra passer votre avion. C'est la vitesse propre corrigée de la vitesse du vent. Alors quand vous désirez connaître votre temps de vol entre deux points, c'est cette vitesse sol que vous utiliserez. Elle permet aussi d'estimer votre heure d'arrivée et d'estimer également de calculer la quantité de carburant à emporter. C'est important. Alors l'heure d'arrivée, hein, ça c'est important. Hein, si par exemple vous volez et que vous estimez une vitesse, hein, vous dites voilà moi je vais voler à 100 nœuds par exemple, hein, et je vais voilà, bon, vous partez en fin de journée et vous espérez faire un vol, je sais pas, d'1h30 et vous espérez arriver juste avant la nuit, mais manque de chance, vous allez avoir un vent de face, ce vent de face va vous retarder. Et donc vous allez perdre du temps. Et vous risquez d'arriver à la nuit tombée. La nuit sera tombée quand vous arrivez, hein, vous allez perdre, je sais pas, vous allez perdre un quart d'heure, 20 minutes, hein, et entre-temps la nuit peut tomber. Et alors, si vous pilotez un superbe appareil bardé d'électronique et que vous atterrissez sur un super aéroport international avec tous les équipements dernier cri, ça ne posera aucun problème de vous poser de nuit, hein, bien entendu. Hein. Les contrôleurs aériens font atterrir des appareils de nuit, et évidemment les pilotes sont habitués à se poser de nuit, ça ne pose aucun problème, hein. Toutes les pistes sont équipées pour cela. Par contre, si vous vous posez sur un tout petit terrain avec une piste en herbe qui n'est pas balisée, où il n'y a aucune aide, qui n'est pas contrôlée et rien, et qui a peut-être de la montagne autour et que vous arrivez de nuit, eh bien, je ne sais pas comment vous allez vous poser. Donc vous avez intérêt à être capable d'estimer votre heure d'arrivée avec quand même une certaine précision, et ça c'est la ground speed, hein, c'est la vitesse sol qui vous permet de le faire. Pour vous aider un peu à comprendre cette histoire de vitesse sol, je vous ai fait une analogie ici. Alors on a vu les trains, on a vu les vélos, et maintenant on voit les tapis roulants. Voilà, c'est formidable. Je vous rassure, j'ai pas mis de sous-marin hein, dans le tutoriel. Ouais, on a fait pas mal de choses. Alors vous voyez ici 3 cas de figure différents, simples. Hein, c'est intuitif, hein, c'est des choses que vous allez comprendre. Et ici, hein, une analogie avec l'avion. Ici, je m'en suis rendu compte après, vous avez vu, je dessine toujours aussi bien. C'est pas un trou de serrure, c'est un bonhomme. Hein. Voilà, je me suis dit après, ça ressemble vraiment à un trou de serrure, mais non, c'est un bonhomme dessiné par mes soins. Voilà. Je crois que je devrais vraiment arrêter de dessiner. Enfin bon, voilà. Enfin, encore sur les formes géométriques, je m'en sors pas trop mal. Hein. Vous voyez, mon tapis roulant là, ça va. Un rectangle, ça va. Au-delà du rectangle, du carré, du cercle, c'est un peu compliqué. Ici, on est dans un couloir de métro, par exemple. Hein. Vous avez un tapis roulant, voilà, et vous avez un kidam ici qui marche sur le tapis roulant, et ici un autre kidam qui est arrêté. Il le regarde passer, et le tapis roulant est arrêté. Et notre marcheur ici, il marche à 5 km/h. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ici, le tapis roulant peut être assimilé ici au sol. Hein, ça ne bouge pas. Et donc il se déplace, notre marcheur se déplace à 5 km/h par rapport au tapis roulant, mais également ici par rapport au sol, et également par rapport au kidam qui est arrêté. Donc il le verra ici passer hein, à 5 km/h. Bon, ça, aucune difficulté. C'est notre cas ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez notre super avion là qui vole de la gauche vers la droite. Sa vitesse propre, elle est de 100 nœuds. Le vent il est nul, il n'y a pas de vent. Ah oui, le tapis roulant, le vent c'est le tapis roulant. Alors le spectateur à l'arrêt, c'est notre kidam ici, c'est notre trou de serrure. Le marcheur ici sur le tapis roulant, bien évidemment, c'est l'avion, et le tapis roulant, c'est le vent. Voilà. Le vent à 0, tapis roulant arrêté. Et bien ici, vous voyez, le marcheur il se déplace à 5 km/h par rapport au tapis roulant, mais il se déplace également à 5 km/h par rapport au sol, par rapport à la terre et par rapport à notre spectateur. Voilà. Donc ici, vous avez la ground speed, elle est confondue avec la vitesse propre. Il n'y a pas de vent. Les deux sont égales. C'est un cas particulier qui se voit assez rarement. Hein. C'est vraiment, voilà. Mais enfin, c'est un cas théorique. C'est plus théorique que pratique ici. Deuxième cas de figure. Là, on a mis en marche le tapis roulant qui se déplace ici à 3 km/h. De la gauche vers la droite. Et notre marcheur ici marche à 5 km/h par rapport au tapis roulant. Sa vitesse par rapport au sol à côté ici. Hein, et donc, par rapport à notre observateur ici qui est arrêté,
Bah, c'est la somme des vitesses, hein, évidemment. C'est 5 plus 3, c'est 8 km/h. C'est pas compliqué, hein. Intuitivement, évidemment, on comprend ça. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Notre appareil, sa vitesse propre, c'est-à-dire sa vitesse de déplacement par rapport à l'air, hein, elle est toujours de 100 nœuds. Mais le vent, lui, il se déplace à 20 nœuds dans le même sens que l'avion. Qu'est-ce que verra notre observateur? Eh bien, il verra passer notre avion à 120 nœuds parce que, évidemment, hein, quand vous vous déplacez à 100 nœuds sur un tapis roulant qui se déplace à 20 nœuds, et ben vous vous déplacez à 120 nœuds par rapport au sol. Voilà. Un autre cas de figure, alors là il y a un petit plaisantin, hein, pendant que notre kidam était sur le tapis roulant, il a inversé le sens du tapis roulant. Ah, c'est malin. Voilà, il y a toujours des rigolos, hein, pour vous faire des blagues comme ça, et donc notre marcheur, bah, il avance à contre-courant. Alors il se déplace toujours à 5 km/h par rapport au tapis roulant, mais notre kidam ici, il le verra passer à quelle vitesse? Bah évidemment à 5-3, hein, parce qu'il va aller beaucoup moins vite puisque le tapis roulant le gêne. Il va passer à 2 km/h, il va le voir passer à 2 km/h. Il se déplace à 5 km/h par rapport au tapis roulant, mais à 2 km/h ici par rapport au sol, et par rapport à notre spectateur. C'est notre troisième cas de figure. La vitesse propre, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'avion se déplace dans le vent, c'est toujours 100 nœuds. Mais comme le vent ici se déplace à 20 nœuds, mais en sens contraire, et oui, là, le tapis roulant, il va dans l'autre sens, eh bien, ce que notre kidam va voir passer, c'est un avion à 80 nœuds. C'est la différence des vitesses. Il faut soustraire la vitesse du vent à la vitesse propre de notre appareil pour avoir la ground speed. Donc vous voyez bien ici, dans ces deux cas de figure extrêmes, hein, si vous voulez calculer le temps que vous allez mettre à voler d'un terrain à un autre, bah dans un cas, hein, ici, vous partirez sur une vitesse de 120 nœuds, là vous allez partir sur une vitesse de 80 nœuds. Ça fait quand même une différence de 30%. 30%, eh oui. Donc vous allez mettre un tiers de temps en plus. Hein. Si là vous avez prévu un vol de 3 heures, d'accord, bah vous allez mettre 4 heures. Ah, 1 heure de perdu. Hein. Attention quand même. Hein. Donc ça, il faut en tenir compte. Hein. D'accord. Et pourtant, ici, hein, votre badin, il vous mettra toujours le badin. Alors, la vitesse propre, hein, évidemment, c'est ça. Mais le badin, bon, lui, le badin va peut-être vous mettre 80 nœuds, je sais pas, hein, peu importe. Mais ce sera toujours la même vitesse, hein, évidemment. Hein. Le badin, ici, hein, vous mettra toujours la même vitesse dans l'avion, hein, qui sera évidemment inférieure à la vitesse propre, hein, puisque la vitesse propre, elle est corrigée. Mais il vous mettra une vitesse un peu inférieure, mais dans les trois cas, ce sera la même vitesse. Hein. Le badin vous met évidemment la même vitesse. Hein. Donc ici, hein, notre avion, hein, notre marcheur, il avance à 100 nœuds, sur un tapis roulant qui va dans l'autre sens à 20 nœuds, et donc le spectateur ici le voit passer à 80 nœuds. Il faut faire la différence des vitesses. Voilà. Quand vous avez compris ça, déjà, vous avez bien avancé. Hein. Ok? C'est pas évident. Hein. Une application simple. Eh oui. On va enfin parler d'avion. Enfin, un peu plus d'avion, un peu de choses un peu plus pratiques. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi est-ce qu'on décolle face au vent. Ah ouais. Ça c'est curieux. Alors ça, moi, ça m'a longtemps intrigué au début. Si vous demandez à n'importe qui dans la rue, hein, un avion qui doit décoller, d'après vous, il vaut mieux décoller avec le vent de face ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il ait le vent dans le dos? Bah, tout le monde vous dira, attendez, il vaut mieux avoir le vent dans le dos. Hein. Le vent, il va vous pousser, il va vous accélérer, ça va vous donner de la vitesse, hein, comme en vélo. Hein, si vous avez fait du vélo, vaut mieux avoir le vent dans le dos que le tout de face. Hein. Pour l'avion, c'est pareil. Et non, pour l'avion, c'est pas pareil. Alors c'est quand même, c'est contre-intuitif. Hein, c'est vrai que intuitivement, on se dit ah oui d'accord, mais pourquoi? Bizarre. Bah, on va l'expliquer très simplement avec cette histoire de vitesse. Hein. Si vous avez compris ça, hein, si vous avez compris, en fait ces trois cas de figure, hein, vous n'aurez aucun problème à comprendre ça. On a une piste. Un avion ici au seuil de piste, hein, qui va décoller. Alors je ne l'ai pas noté. Alors ici vous avez un observateur immobile, hein, qui regarde l'avion. Je ne l'ai pas noté, mais notre avion ici va décoller. Il a une vitesse de rotation, c'est-à-dire une vitesse de décollage qui est égale à 100 nœuds. J'ai fait simple. Notre observateur ici, qu'est-ce qu'on va lui demander? Eh bien, on va lui demander de regarder ici quand est-ce que l'avion décolle. Ici, l'endroit de la piste, en fait, où les roues vont quitter les sols, de faire une marque et de mesurer également la vitesse par rapport à lui. À quelle vitesse est-ce qu'il aura vu passer cet avion au moment où l'avion quitte le sol. Un premier cas de figure ici avec ce trait bleu, il n'y a pas de vent, vent nul. Donc l'avion ici s'élance, il s'élance, il s'élance, il arrive, le badin, hein, lui indique ici 100 nœuds, hein, c'est ce que voit le... pardon, ici 100 nœuds en bas, hein, c'est ce que voit le pilote sur son badin, et donc à 100 nœuds, il sait qu'il a atteint sa vitesse de rotation, il tire sur le manche, il décolle. Notre observateur met une marque bleue ici sur le sol, et il dit, bah à ce moment-là, moi,
hein, l'avion, il était à 100 nœuds. C'est un cas particulier, ici, où les deux vitesses sont égales. La vitesse sol est égale à la vitesse du badin, qu'on pourra assimiler dans ce cas particulier à la vitesse propre. Hein. On pourra considérer que la vitesse propre égale la vitesse égale la vitesse indiquée. D'accord ? Les deux vitesses sont égales. Très bien. Maintenant, on va prendre un autre cas de figure, hein, un petit vent de face de 10 nœuds. Pas méchant, hein. 10 nœuds, vent de face. Pareil, notre pilote, hop, lance son avion, plein pot, hop. Qu'est-ce qu'il voit? Le badin, ici, hop, il lui indique 100 nœuds, il tire sur le manche, il décolle. Notre observateur ici, hop, il met une marque verte sur le sol, et il dit, moi je l'ai vu passer à 90 nœuds. Ah, curieux. Curieux parce que la vitesse de rotation, normalement, c'est 100 nœuds. Alors comment est-ce qu'il a pu décoller à 90 nœuds? Bah, tout simplement parce que, ici, alors, quand vous avez le vent de face, eh bien, l'appareil, quand il arrive ici, vitesse sol, et attention, vitesse sol, hein, il arrive, c'est l'histoire des tapis roulants, hein, c'est l'histoire des tapis roulants, hein, il faut additionner les vitesses, hein, il va falloir, c'est un peu la même chose que les tapis roulants, l'avion se déplace certes à 90 nœuds par rapport au sol, mais comme le vent, à ce moment-là, se déplace déjà en sens contraire à 10 nœuds, il va falloir additionner les vitesses. Donc notre avion, dans la masse d'air, se déplace à 100 nœuds, ce que lui indique évidemment le badin. Hein. Il se déplace à 90 nœuds par rapport au sol, mais il se déplace à 100 nœuds dans l'air. Et la vitesse de rotation, évidemment, c'est la vitesse dans l'air, hein, qui nous intéresse. L'avion, c'est pas une voiture, hein, c'est dans l'air que la vitesse nous intéresse. Hein. D'accord ? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ici, quand l'avion atteint 90 nœuds vitesse sol, il peut décoller. Là, il fallait qu'il atteigne 100 nœuds. Ça veut dire que la distance de décollage est plus courte. Avec un vent de face, vous allez décoller plus court. C'est intéressant, ça. Maintenant, le cas inverse, vous avez un vent ici dans le dos. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ici qu'avec le vent dans le dos, quand votre avion ici, quand il roule plutôt à 10 nœuds, et bah, le badin, par rapport à la masse d'air, hein, le badin lui indiquera une vitesse nulle, c'est-à-dire que ici, en fait, hein, il se déplace à la même vitesse que la masse d'air. Donc sa vitesse par rapport au sol, elle est peut-être de 10 nœuds, mais la vitesse par rapport à la masse d'air, elle est nulle. Et ça veut dire ici quoi? Eh ben, ça veut dire ici que quand il sera ici à 110 nœuds vitesse sol, il sera en fait à 100 nœuds ici par rapport à la masse d'air. Il aura atteint sa vitesse de rotation ici à 100 nœuds, hein, effectivement, mais 110 nœuds par rapport au sol. C'est-à-dire que évidemment, il aura eu une distance de décollage plus longue. Donc quand vous avez un vent dans le dos, ça allonge votre distance de décollage. Voilà pourquoi, évidemment, on décolle face au vent. Bah, plus le vent est fort, hein, plus le vent de face est fort, et plus vous allez avoir une distance de décollage courte, donc c'est intéressant. Par contre, plus vous avez un vent ici dans le dos important, et plus votre distance de décollage va être allongée. Donc habituellement, on décolle face au vent. Il y a certains terrains, par exemple, hein, si vous avez des obstacles, du relief, des choses comme ça, hein, où vous ne pourrez pas, où le sens de décollage en fait va être imposé. Hein, vous ne pouvez décoller que dans un sens. Si vous avez ici un vent de dos, eh bien, il faudra en tenir compte. Ça peut être assez compliqué. Surtout si vous avez une piste qui est un peu courte pour votre appareil, si vous êtes chargé, hein, si vous avez un plein de carburant, si vous avez du fret, hein, si vous avez des conditions qui sont un peu compliquées, si aussi la température est très élevée, hein, s'il fait très chaud, l'air il y a moins de portance, hein, l'air est moins portant, donc une température très élevée va également allonger votre distance de décollage. Si vous avez une piste mouillée aussi, hein, une piste mouillée, ça peut allonger votre distance de décollage. Hein, vous avez plein de facteurs qui peuvent vous embêter. Ça peut être parfois assez compliqué. Théoriquement, hein, si vous avez un vent de face ici de 100 nœuds, votre appareil peut décoller à l'arrêt. Il va décoller, hein, il va décoller à l'arrêt. Alors, décoller avec 100 nœuds de vent, c'est pas une bonne idée par contre. Voilà. Mais en théorie, hein, si vous avez si votre avion ici est arrêté, un frein de parking serré, mais que vous avez un vent de face de 100 nœuds, vous pouvez décoller. Vous pouvez décoller à l'arrêt. Hein, de la même manière, si par exemple vous avez un vent de face de 30 nœuds, vous décollerez ici avec une vitesse sol de 70 nœuds. Hein, vous allez décoller très vite. Voilà. Alors, quelques applications, hein, de toutes ces vitesses. Alors, les vitesses, hein, ça sert à calculer parfois certaines choses, et notamment il y a
une grandeur extrêmement importante, hein, qu'on utilise beaucoup, dont vous avez peut-être d'ailleurs déjà entendu parler, ou peut-être pas. Bon, si c'est pas le cas, on va voir ça ensemble. C'est le facteur de base, qu'on note ici FB, et ça sert à de nombreux calculs. Alors le facteur de base, vous allez voir, c'est un truc un peu bizarre, hein, au départ on voit pas trop l'intérêt, c'est 60 divisé par votre vitesse propre, hein, donc, ou par la TAS. Alors à quoi est-ce que ça correspond? Alors vous voyez, hein, ici, votre vitesse propre, il faut savoir la calculer si vous voulez calculer ce facteur de base. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est que la vitesse propre, hein, ou si vous n'avez pas la calculer, ce facteur de base, déjà vous ne pouvez pas le calculer. Vous êtes coincé. Et vous allez voir, ce facteur de base, c'est très très utile. Alors le facteur de base, ça permet de connaître la durée en minutes pour parcourir une unité de distance. On va voir un cas concret. Ça veut dire, alors l'unité de distance c'est quoi? Ça va dépendre ici de l'unité de votre vitesse. Alors si votre vitesse elle est exprimée en nœuds, ça vous donnera le temps en minutes pour parcourir un nautique. Si votre vitesse elle est exprimée ici en km/h, ça vous donnera le temps en minutes pour parcourir 1 km. Si elle est exprimée en cas possible, hein, ça peut arriver en miles terrestres, ça vous donnera le temps en minutes pour parcourir 1 mile terrestre. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous roulez par exemple en voiture à 60 km/h, vos facteurs de base, il est égal à 60 sur 60, il est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites en une minute, vous faites 1 km. Voilà, c'est tout bête. Hein. Voilà. Si vous êtes à 30 km/h, votre facteur de base, il est égal à 60 divisé par 30, il est égal à 2. C'est-à-dire que pour faire 1 km, vous mettrez 2 minutes. Si vous êtes sur l'autoroute à 120 km/h, 60 divisé par 120, ça fait 0,5. Ça veut dire que vous mettrez une demi-minute, c'est-à-dire 30 secondes pour faire 1 km. Voilà. Si vous êtes en voiture à 120 km/h sur l'autoroute, vous comptez jusqu'à 30, tranquillement, hein, vous avez fait 1 km. Si vous comptez jusqu'à 60, vous avez fait 2 km. Faites l'expérience, vous verrez, ça marche très bien. Alors un petit calcul. Voilà, on va un peu réviser tout ça, hein, on va un petit peu réviser tout ça, on va revoir tout ça ensemble. On vole à 15 000 pieds. Pas de problème. On a une vitesse indiquée, hein, donc celle que vous lisez au badin, qui est de 140 nœuds. L'OAT, je vous le rappelle, c'est la température extérieure, hein, c'est ce que vous indique votre thermomètre, moins 5 degrés. Alors, on va calculer le facteur de base à partir de ces informations. Alors, tout d'abord, il faut ici connaître notre vitesse vraie, hein, notre vitesse propre. Et pour cela, il faut utiliser notre vitesse indiquée qu'il faut corriger de la température et de l'altitude. Alors, vous vous souvenez qu'il faut corriger de 1% tous les 600 pieds. Donc on fait 150 divisé par 6, ça revient au même, hein, vous vous souvenez, on fait 150 divisé par 6, on prend l'altitude, on enlève les deux zéros et on divise par 6, et ça nous donne 25%, hein, ou 15 000 divisé par 600 si vous préférez, hein, ça revient au même, ça vous fait 25%. Donc on a 25% d'erreur. Ensuite, on va calculer la correction liée à la température. Alors pour cela, il faut ici connaître la température à 15 000 pieds prévue par le modèle ISA. Alors vous vous souvenez, hein, dans le modèle ISA, on perd 2 degrés tous les 1000 pieds. Comme on est à 15 000 pieds, on perd 2 fois 15, on perd 30 degrés. Comme toujours dans le modèle ISA, la température au niveau de la mer elle est de 15 degrés. On va faire 15 moins 30 que l'on perd et on va trouver moins 15 degrés. Donc à 15 000 pieds, le modèle ISA nous prévoit une température de moins 15. Or ici, vous voyez, la température qu'on lit, elle est beaucoup plus chaude, hein, elle est à moins 5. Donc nous sommes dans les conditions ISA plus 10. Par ailleurs, je vous rappelle que la correction de température se fait par tranche de 5 degrés. Et comme ici on a une erreur de 10 degrés, hein, donc 2 fois 5, il faudra corriger de 2%. Et comme ici nous sommes dans les conditions plus chaudes, hein, c'est ISA plus 10, il faudra faire cette correction en plus. Si on avait été dans des conditions ISA moins 10, il aurait fallu retrancher ces 2% à notre vitesse. Donc globalement, on a une correction ici liée à l'altitude qui est de 25%. On a également une correction à la température de 2%, donc il faudra apporter une correction de 27%.
Donc la vitesse propre, elle est égale à 140 plus 27% de 140, c'est-à-dire environ, hein, avec un arrondi, 178 nœuds. On aurait pu d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu arrondir à 180. Hein. J'ai été un peu... on aurait pu arrondir ici, ouais, j'ai été un peu vache. Là, j'aurais pu arrondir à 180, ça aurait fait un tiers. Ça aurait fait 0,33, ça aurait été plus simple pour le calcul mental. En calcul mental, on arrondit à un tiers, on se casse pas la tête. Hein. Alors tous ces calculs, hein, ça sert à rien de donner 18 chiffres après la virgule. Hein. On arrondit, hein. D'accord. Voilà, un tiers, 0,34, 0,33, c'est bien. Donc pour parcourir un nautique, on mettra un tiers de minute, c'est-à-dire 20 secondes. Voilà, c'est ce que nous dit ce facteur de base. Notre facteur de base ici, hein, il nous dit que pour parcourir un nautique, on mettra un tiers de minute. Hein. 0,33 fois 60, ça fait environ 20 secondes. Alors, il y a plein de calculs, hein, qui utilisent ici le facteur de base et donc, hein, la vitesse propre. Alors le temps sans vent, c'est le temps que va mettre un avion pour parcourir une distance avec un vent nul. Donc c'est un cas particulier, hein, où la vitesse propre est égale à la vitesse sol. L'air est immobile, hein, donc l'air peut être assimilé au sol. Donc on ne tiendra pas compte du vent dans ce cas particulier. Donc le temps sans vent, c'est tout bête, hein, c'est le facteur de base multiplié par la distance que vous avez à parcourir. Voilà, c'est une façon très simple, hein, de calculer un temps. On peut calculer également la dérive maximale. Alors quand vous volez et que vous avez du vent sur le côté, hein, le vent vous fait dévier de votre route. Pour calculer cet angle de dérive, hein, alors la dérive max, c'est un cas particulier, hein, c'est le cas en fait où le vent est perpendiculaire à votre route. Hein, c'est vraiment le maximum, hein, de dérive que le vent peut vous faire subir. Quand il vous prend exactement de côté, hein, exactement à 90 degrés par rapport à votre route, eh bien c'est tout simple, là aussi, hein, c'est le facteur de base multiplié par la vitesse du vent. Vous voyez, ce sont des petites formules très utiles. Alors ça, je vous ai dit, hein, prenez un petit cahier, notez toutes ces formules parce qu'elles vous seront utiles tôt ou tard, et quand vous en aurez besoin, si vous ne les avez pas notées, vous allez galérer pour les retrouver. Donc notez-les tout de suite, hein, vous serez tranquille. Alors vous voyez, hein, cette dérive, elle fait intervenir le facteur de base, donc elle fait intervenir bien sûr la vitesse du vent, mais elle fait intervenir également le facteur de base, donc la vitesse propre de l'avion. Et je vous rappelle que le facteur de base, il est inversement proportionnel à la vitesse propre de l'avion. C'est-à-dire que plus vous volez vite, plus vos facteurs de base ici est faible. Ça veut donc dire que plus votre avion vole lentement, hein, si vous avez du vent, hein, qui vous fait dévier, plus vous volez lentement, plus vous allez dévier de votre route. Et plus vous volerez vite, et moins vous serez dévié de votre route, moins vous serez sensible au vent. C'est une petite curiosité, hein, c'est une petite remarque que je vous fais. Alors là, voilà, c'est ce cas-là, hein, le vent ici, vous avez un vent traversier qui vous tape exactement de côté, hein, et qui vous fait dévier de votre route, hein, d'un angle X, hein, voilà, d'une dérive, hein, d'une dérive maximale, X ici. Et vous remarquerez une chose, hein, c'est que le cap n'est pas la route. Le cap ici, hein, c'est ce que vous indique votre conservateur de cap. Quand vous avez votre compas, il vous indique un cap, en fait c'est pas votre route, hein. Ce qui vous indique, c'est là où pointe le nez de votre avion. Et votre route, elle est généralement différente, hein, toujours de quelques degrés, parce que vous avez toujours un peu de vent qui vous pousse à gauche ou à droite. Et cette route-là, en fait, vous n'avez pas vraiment de moyen de le savoir, sauf si vous avez une avionique très performante. Alors les avioniques très modernes, hein, vous indiquent évidemment cette route, hein. Ça vous donne votre cap et votre route. Alors par exemple, hein, je vous donne un calcul très simple. Si vous avez un facteur de base de 0,5 et que vous avez un vent à 8 nœuds, qui vous prend ici de côté, et votre dérive, elle est de 4 degrés. Elle est de 0,5 fois 8, elle est de 4 degrés. Ça, votre angle ici, il est de 4 degrés, vous allez dévier de 4 degrés. C'est pas négligeable, hein. Sur une longue route, hein, vous allez vous écarter, vous allez bien vous écarter de votre route, hein. Donc pour compenser cet effet de vent, alors dans notre exemple ici le vent vient de la gauche, vient de la gauche, donc il vous pousse vers la droite, donc il faudra compenser de 4 degrés à gauche pour rester ici, hein, sur la route que vous souhaitiez suivre, hein, sur le cap que vous souhaitiez suivre. Voilà.
Alors évidemment, si vous volez au GPS, hein, avec le pilote automatique, le plan de vol rentré et tout, ça évidemment, le GPS, hein, et le pilote automatique corrige du vent. Vous ne vous en rendez même pas compte, hein, que vous avez du vent, et c'est pas bien. Hein, c'est pour ça que j'aime pas trop qu'on vole au GPS quand on débute, hein, parce que toutes ces questions-là, on les ignore, on n'en tient pas compte, on les ignore totalement, et c'est quand même gênant. C'est des choses qu'il faut quand même avoir en tête. Alors après, bien sûr, hein, on n'est pas obligé de se casser la tête et faire des pages de calcul, hein. On peut utiliser le GPS, c'est bien pratique, mais il faut quand même savoir ce que l'on fait. Il faut savoir quand même, il faut avoir conscience de tous ces calculs. C'est comme quelqu'un qui vous dirait, j'apprends pas mes tables de multiplication, je sais pas compter parce que j'ai une machine à calculer, je vois pas pourquoi j'irais m'embêter à savoir compter, ou je vois pas pourquoi j'irais apprendre à écrire puisqu'il y a un traitement de texte. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est un peu la même chose. Hein. Bon, je trouve que c'est pas une bonne démarche. Donc on vole au manche, hein, on se casse la tête un peu, on réfléchit. Et une fois qu'on a compris toutes ces choses-là, alors on peut utiliser les automatismes, évidemment, hein, qui peuvent vous faciliter la tâche. Encore que je trouve que c'est un peu monotone. Hein. Personnellement, moi j'aime pas voler au GPS. Je trouve que c'est chiant. Enfin bon. Surtout avec des petits appareils. Des gros appareils, c'est différent, parce que les gros appareils, vous avez vraiment beaucoup de choses. Hein. Il y a des procédures très complexes, c'est différent. Mais avec des tout petits appareils, voler tout automatique, je trouve que c'est pas justifié. On est vraiment spectateur de son vol. Alors évidemment, hein, dans la réalité, vous avez rarement une situation comme ça avec un vent parfaitement perpendiculaire à votre route, mais vous avez un vent ici qui vient vous prendre un peu de travers, hein, sous un angle voilà, un peu quelconque, et donc vous avez deux composantes. Hein, voilà, c'est un vecteur, hein, voilà, hein. Vous avez une composante traversière et une composante ici de face. Alors, on a une composante traversière qu'on note VT, qui est perpendiculaire à notre route. Et une composante qu'on appelle effective, on parle de vent effectif, qui fait face à l'appareil. Ou que vous pouvez avoir dans le dos. Alors après, ça dépend, hein, vous pouvez l'avoir de face ou de dos. Donc hein, ces deux composantes sont nommées vent traversier et vent effectif. Le vent effectif, celui que vous allez avoir de face ou dans le dos, il va influencer, hein, il va modifier, il va déterminer votre vitesse sol. Il va donc influencer votre temps de vol en fonction que vous l'ayez de face ou de dos. Alors si vous l'avez de face, il va vous ralentir, hein, si vous l'avez de dos, il va vous accélérer. La vitesse, le vent traversier, ici le VT, hein, le vent traversier, il va influencer votre cap. Il va vous faire dévier de votre route d'un angle alpha. Mais par contre, il n'impactera pas votre vitesse. Le vent effectif, il n'impacte pas votre cap, mais il impacte votre vitesse. La composante traversière impacte votre cap, mais pas votre vitesse. Et on peut calculer, hein, comme ça, l'effet de chaque composante sur votre avion. Alors pour cela, il faut mesurer l'angle au vent, qu'on nomme A, pour pouvoir calculer votre dérive, que l'on nomme petit d, d minuscule. Cet angle au vent, il faut toujours le ramener à une valeur inférieure ou égale à 90 degrés pour le calcul. Alors la dérive, elle se calcule comme ça, hein. La dérive c'est égal au facteur de base, et oui, encore le facteur de base, que multiplie la vitesse du vent par le sinus, je suis désolé, hein, un peu de trigonométrie, voilà, par le sinus de l'angle au vent. Vous reconnaissez ici que le facteur de base par la vitesse du vent, c'est la dérive maximale. Donc on peut dire également, hein, que notre dérive petit d, elle est égale à la dérive maximale par le sinus de l'angle au vent. Hein, l'angle au vent, c'est l'angle, hein, que forme le vent avec votre route. Hein, c'est l'angle formé ici entre le vent et votre route. Alors on prend un exemple. Alors ici je vous fais grâce, hein, du calcul de la vitesse propre, hein, je vous la donne directement, c'est 150 nœuds. On vole au 0,30 et nous avons un vent qui souffle à 20 nœuds. Bon voilà, hein, c'est une situation tout à fait plausible. Il souffle du 250. Alors quelle va être ici notre dérive? Eh bien l'angle au vent, pour calculer notre angle au vent, il faut faire la différence entre notre cap et la direction du vent. Donc c'est 250 moins 30, et ça nous donne 220. Vous voyez que c'est supérieur à 90, donc pour revenir ici à une valeur inférieure ou égale à 90, on va à nouveau, dans ce cas particulier, retrancher 180, et nous allons avoir 40 degrés. Si on avait eu directement 40 degrés, on se serait contenté des 40 degrés. Hein, mais comme là on a 220 et que c'est supérieur à 90, ça ne va pas couler avec nos calculs. Il faut enlever à nouveau 180, ça fait 40 degrés.
Voilà, et c'est ça qu'on va utiliser pour nos calculs. C'est ça qu'on appelle l'angle au vent. Il est de 40 degrés. Le facteur de base, je vous rappelle, c'est 60 divisé par la vitesse propre, hein, donc 60 divisé par 150, ça fait 2/5, hein, ça fait également 0,4. La dérive maximale, je vous le rappelle, c'est le facteur de base que multiplie la vitesse du vent, c'est 8 degrés. Et donc ici, la dérive D, eh bien, c'est la dérive maximale multipliée par le sinus de l'angle au vent, par sinus 40. C'est égal à 5,14. Évidemment, on arrondit à 5 degrés. Donc, dans une telle situation, pour compenser l'effet du vent sur notre route, hein, sur notre cap, il faudra fermer notre cap sur la gauche de 5 degrés. C'est-à-dire qu'il faudra voler non pas au 0,30, hein, mais il faudra voler au 0,25 pour avoir une route effective au 0,30. Le vent effectif ou vent de face, il est égal à la vitesse du vent par le cosinus de l'angle au vent. Allez, encore un peu de trigo. Donc si on reprend les valeurs de notre exemple précédent, le vent effectif, il va être égal à 20, c'est-à-dire la vitesse du vent, par le cosinus de l'angle au vent, cosinus de 40, ça fait 15,32, évidemment 15 nœuds, hein, on retiendra 15 nœuds. Donc comme le vent ici, c'est un vent de dos, il va nous accélérer. On a un vent de 15 nœuds qui va nous accélérer. C'est ça, hein, c'est la composante qu'on aura. Ensuite, l'effet de vent. Alors l'effet de vent, c'est une grandeur qui est assez intéressante. C'est le temps que le vent effectif va vous faire perdre ou gagner au cours de notre vol ou au cours d'une étape du vol. Alors ça veut dire quoi? Si vous faites un vol d'1 heure et que vous avez un vent de face, vous allez perdre un certain nombre de minutes. C'est ce que va vous permettre de connaître ici cet effet de vent, TC. De la même manière, si vous avez le même vent dans le dos, ça va vous accélérer, ça va vous faire gagner du temps. Voilà. Donc ça va vous accélérer. On exprime en minutes par heure de vol, ou en secondes par minute de vol. Vous allez voir, c'est très simple. Le TC, l'effet de vent, il est égal au vent effectif multiplié par le facteur de base. Je vous rappelle que dans notre exemple précédent, le vent effectif il était égal à 15 nœuds, que notre facteur de base il était égal à 0,4. Donc 15 fois 0,4 ça fait 6. Et bien ça veut dire qu'avec notre vent ici de 15 nœuds dans le dos, on a 15 nœuds dans le dos, ça va vous faire gagner 6 minutes par heure de vol ou 6 secondes par minute de vol. Ça veut dire que si vous avez prévu un temps sans vent de 1 heure, et avec 15 nœuds de vent dans le dos, vous le ferez en fait en 54 minutes, votre vol. Vous mettrez, puisque le vent vous pousse, dans ce cas particulier, vous mettrez 6 minutes de moins. Ça fait quand même 10% d'écart. 6 minutes par heure, ça fait 10%. D'accord ? Ça fait 10% de temps gagné. Ou de temps perdu si vous avez du vent de face, dans ce cas particulier. Alors, vous avez ici une autre méthode que je vous présente là, qui est intéressante. C'est la méthode ce qu'on appelle des tiers arrondis. Alors, en fait, ici, vous avez une flèche ici qui indique que, en gros, le cap de votre avion. Et on va diviser ici l'espace aérien autour en secteurs de 30 degrés. Alors en fait, il suffit de retenir ces valeurs sur trois parts, puis après c'est toujours la même chose. Voilà, vous cassez pas la tête, voilà, quand vous avez retenu ça. C'est assez simple en fait à retenir. C'est toujours par 30 et par tiers. Donc ça veut dire ici que si vous avez ici un angle au vent qui est compris entre 0 et 30 degrés, et pour avoir la dérive, il faudra prendre un tiers de la dérive maximale pour avoir le temps, le TC, ici l'effet de vent, il faudra prendre la valeur, en fait un 3 tiers, c'est-à-dire la valeur de votre dérive maximale. Si vous avez ici un angle au vent entre 30 et 60 degrés, c'est un cas particulier où ici la dérive sera égale ici à TC, à l'effet de vent, et ce sera égal à 2 tiers de la dérive maximale.
Dans le cas particulier ici où le vent vous prend vraiment sur le côté, hein, et que vous avez un angle au vent entre 60 et 90 degrés, eh bien vous aurez ici une dérive qui sera égale à 2/3 de la dérive maximale, et l'effet de vent qui sera égal à 1/3 de la dérive maximale. Ça vous paraît peut-être pas très clair, mais en fait vous allez voir, ça se vérifie. Alors c'est assez curieux, mais ça fonctionne, hein. On avait vu ici, hein, que notre dérive maximale, elle était de 8 degrés. D'accord. Et on avait vu que notre angle au vent, il était de 40 degrés. Et ben avec ces deux données-là, en fait, hein, il n'y a pas tellement besoin de faire des calculs en plus. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est ici dans ce cas de figure, hein. 40 degrés, on est entre 30 et 60. Hein. Et ça vous dit ici qu'en fait, il faut prendre 2/3 de la dérive maximale pour calculer à la fois votre dérive et votre effet de vent. Alors on va vérifier, hein. Et ça fonctionne finalement pas si mal. Moi j'ai été étonné aussi, mais c'est quelque chose que j'utilise pas, mais je vous le signale quand même, hein, si vous le voyez décrit, ça fait partie de la culture générale. Et bien 2/3 de 8, ça fait 16 divisé par 3, ça fait un peu plus de 5. Alors, ça fait 5, quelque chose, ça fait 5,33, hein, quelque chose comme ça. Et bien effectivement, notre dérive elle était à 5 degrés. Donc vous voyez, c'est pas mal, elle était même un peu plus de 5, vous voyez, 5,33, là on est à 5,14, donc ça tombe juste. Et par rapport ici à notre effet de vent, on avait calculé un effet de vent de 6 minutes par heure, ou de 6 secondes à la minute, hein, de vol, et là on est à 5,33, et on n'est pas si mal que ça. C'est vrai que c'est une approximation qui finalement, voilà, vous pouvez utiliser ce diagramme, pourquoi pas. Donc il faut retenir qu'ici, en fait, hein, quand vous êtes là, hein, vous avez le vent qui souffle comme ça, ça va surtout affecter, votre vitesse et votre temps de vol. Ça va affecter beaucoup moins, effectivement, votre dérive, hein. Là, on va considérer qu'on s'attaque comme ça à peu près sur la bisectrice, comme ça, hein, comme ça ici, de l'angle, hein, de ce secteur. Ça impacte aussi bien votre durée de vol. Bon, c'est logique, hein, quelque part, hein, c'est intuitif. Hein. Ça va impacter aussi bien votre durée de vol que votre dérive. Et là, on prend les 2/3. Et dans le cas ici où vous êtes là entre 60 et 90, eh bien c'est vrai que là le vent va surtout impacter votre dérive, hein, ça va surtout vous faire dériver, ça va beaucoup moins impacter votre durée de vol, hein, votre vitesse, puisque cette composante elle est surtout latérale, elle n'est pas tellement de face, et donc ça va prendre ici 2/3 de la dérive, hein, de 2/3 de x, et ici votre temps de vol va être beaucoup moins affecté, on prend que 1/3 de x. Finalement, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait une erreur là avec mes 2/3. Ouais, je suis pas très sûr là. Faudra vérifier, hein. Là, j'ai mis 2/3. Je me demande si c'est pas 3/3 en fait. Enfin bon, peu importe, mais vous pourrez retrouver ce schéma, hein, avec le principe, la méthode des tiers arrondis, vous trouvez ça, hein, vous trouvez ce schéma. Hein. Je ne l'ai pas inventé, hein. Mais par contre je l'ai peut-être mal recopié, ce qui est pas bien. Voilà. On va finir. On va arrêter les calculs, hein, je vous rassure. Pour ceux qui n'aiment pas ça, on va arrêter les calculs. On va finir ici avec quelques vitesses à connaître, hein, qui sont quand même importantes. Voilà. Alors ici à gauche, hein, je vous ai mis une page d'un manuel de vol d'un Piper PA28 qui date de 1972, hein, c'est pas tout jeune. Ouais, ça a un petit moment déjà. Voilà, vous avez des vitesses ici, hein, que vous allez trouver un peu dans tous les manuels de pilotage. Hein, comme ça, chaque appareil, hein, a ses vitesses particulières qu'il faut connaître, hein, qu'il faut aller consulter. Voilà. Et donc on va les détailler ici. Hein. Alors vous avez une vitesse importante, hein, qui est la VNE. Alors, la VNE, c'est la Never Exceeded Speed. C'est la vitesse à ne jamais dépasser. Hein. Donc, comme l'indique son nom, c'est une vitesse qu'il ne faut jamais dépasser. Parce que la cellule de l'appareil, hein, n'est pas prévue pour voler à des vitesses supérieures à cette vitesse-là. Hein, vous risquez d'endommager les gouvernes, etc. Vous risquez vraiment de désintégrer votre appareil. Donc ça c'est très important, il faut la connaître.
vous notez en général qu'elle est notée par une marque rouge sur le badin. La VNO, c'est la vitesse maximale de croisière pour Velocity Normal Operating. C'est la limite supérieure de l'arc vert du badin. Et ça marque également le début de l'arc jaune. C'est la vitesse en fait qu'il ne faudra pas dépasser si vous volez en atmosphère turbulente. Si vous avez des turbulences, il ne faudra pas dépasser cette vitesse. Parce qu'après vous vous retrouvez dans l'arc jaune, et dans l'arc jaune du badin, normalement on peut s'aventurer à ces vitesses-là qu'en atmosphère calme. La VS1, alors ça c'est une vitesse importante, c'est la vitesse de décrochage voler-rentrée. Pour Velocity Stall 1, Stall ça veut dire décrochage en anglais. C'est le début de l'arc vert. Ça veut dire c'est la vitesse à laquelle vous allez décrocher quand vos volets sont rentrés. La VS0, c'est le début de l'arc blanc. C'est la vitesse de décrochage quand vous avez les trains et les volets sortis. C'est généralement quand vous êtes en configuration d'atterrissage. Quand vous avez sorti le train et les volets, c'est que vous êtes en approche, vous êtes en configuration d'atterrissage. Et cette VS0, c'est votre vitesse de décrochage. Alors habituellement, en approche d'ailleurs, oui ça je vous l'ai pas marqué, mais je vous le dis, pour vous poser, quand vous manœuvrez en approche, on considère qu'il faut manœuvrer à une vitesse de 1,3 fois, je crois bien, cette VS0. Je ne vous l'ai pas noté, je vous le dis de mémoire, je pense pas me tromper, c'est 1,3 fois la VS0. Donc, si vous vous demandez des fois quelle vitesse est-ce qu'il faut adopter en approche, 1,3 fois la VS0, on garde, c'est 30% au-dessus de cette vitesse de décrochage, on garde cette marge de sécurité, il ne faut pas vous situer trop près de la vitesse de décrochage parce que c'est un coup à se casser la figure. Quand vous êtes en approche, quand vous êtes en vitesse lente comme ça, il faut faire attention à ne pas être trop près de la vitesse de décrochage. Vous êtes très proche du sol, si vous commettez une erreur, c'est très difficile de se récupérer. La VFE, c'est pour Velocity Flap Extended, c'est pour donc la vitesse max quand vos volets sont sortis, quand ils sont sortis au maximum. C'est la fin de l'arc blanc. La VL0, c'est la vitesse à laquelle le train peut être, c'est la vitesse en fait maximale à laquelle le train peut être sorti ou rentré. Donc en dessous de cette VL0, vous pouvez sortir de l'atterrissage, le train d'atterrissage. Au-dessus, il ne faut pas le sortir. La VLE, c'est la vitesse max à laquelle on peut voler avec le train sorti. C'est-à-dire que là, le train est sorti, mais il ne faudra pas dépasser cette vitesse avec le train sorti. Allez, on en voit encore quelques-unes. La VR, c'est la vitesse de rotation. Alors ça, c'est une vitesse très importante. C'est la vitesse à laquelle on tire sur le manche pour faire décoller l'appareil. C'est la vitesse de décollage. C'est la vitesse à laquelle vous allez quitter le sol. Donc il faut que votre badin vous affiche cette vitesse-là pour pouvoir tirer sur le manche et décoller. En dessous de cette vitesse-là, normalement, vous ne pouvez pas décoller. La V1, c'est une vitesse aussi importante, c'est la vitesse de décision. C'est la vitesse critique au-delà de laquelle vous ne pouvez plus interrompre votre décollage sous peine de faire une sortie de piste. Donc quand vous êtes en dessous de cette V1, vous pouvez, si vous avez un problème, une panne moteur, je sais pas, un problème quelconque, un voyant d'alarme qui s'allume, un truc qui déconne, vous pouvez toujours freiner, dire ok, j'arrête, j'interromps le décollage, vous coupez les gaz, vous freinez. Mais au-dessus de cette V1, le décollage doit être poursuivi, coûte que coûte, parce que sinon vous allez vous planter en bout de piste. La V2, c'est la vitesse de décollage qui doit être atteinte à 35 pieds au-dessus du sol et maintenue jusqu'à au moins 400 pieds. Voilà. Donc c'est la vitesse que vous avez une fois que vous avez quitté le sol. Voilà. Vous avez enfin la VA. Alors la VA, je ne sais pas pourquoi, elle est notée VP ici dans notre vitesse de manœuvre, elle est notée VP dans le manuel. Alors attention à ne pas confondre avec la vitesse propre. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont noté ça VA, je ne sais pas si c'est une coquille. Parce que nous on a parlé de vitesse propre, c'est pas la même chose. Là la VP c'est la vitesse de manœuvre. Donc normalement elle est notée VA. Voilà. C'est la vitesse max à laquelle on peut agir à fond sur les commandes. Donc c'est la vitesse maximale avec laquelle vous pouvez faire des manœuvres, je dirais, assez brusques. Vous pouvez vraiment tirer à fond sur les commandes, etc. Quand vous êtes au-delà de cette vitesse-là, il faudra manœuvrer avec douceur. Voilà.
Et c'est la fin de ce tutoriel qui, j'espère, vous aura appris plein de choses. Hein. Alors, c'est un tutoriel qui est assez dense, hein, il y a quand même pas mal de calculs, il y a pas mal de formules. Alors, les formules, c'est pas la peine forcément de les apprendre par cœur. Hein. Si vous ne les utilisez pas, vous ne les retiendrez pas. Notez-les sur un cahier parce qu'elles sont toujours utiles. Par contre, tout ce qui est vitesse indiquée, vitesse propre, vitesse sol, hein, ground speed, il faut connaître, toutes les histoires de correction, etc., il faut connaître, et également hein, cette dernière partie-là, il faut quand même connaître la plupart de ces vitesses. Hein. Il faut quand même savoir à peu près ce à quoi ça correspond. Alors les plus importants évidemment. Ah non, c'est pas fini. Attendez, je vous ai. Ah oui, voilà, il y avait le dessert quand même. Ouais, là-dessus je vous ai rappelé. Voilà, sur un badin comme ça que j'ai été chopé sur internet, il est très beau ce badin d'ailleurs. Je vous ai rappelé hein, les différentes vitesses et la signification des arcs. Ça je l'abordais dans mon premier tutoriel sur le Cessna, mais je vous le rappelle ici avec un schéma, c'est peut-être mieux, puis c'est peut-être pas inutile de vous le rappeler. Hein. Donc la VS0 ici, hein, je vous le rappelle, c'est la vitesse de décrochage avec les trains, avec les volets sortis, volets et trains sortis. VS0, c'est le début de l'arc blanc. La VS1, c'est la vitesse de décrochage quand tout est rentré, ce qu'on appelle en configuration lisse, hein, c'est quand vous avez donc le train et les volets de rentrée. C'est le début de l'arc vert. L'arc blanc, c'est la plage d'utilisation hein, ici de votre appareil. Vous pouvez voler hein, dans cet arc-là avec le train et les volets sortis. C'est classiquement une configuration d'atterrissage, hein, entre autres, enfin bon, en tout cas d'approche. Après un toucher de piste, vous réduirez votre vitesse avant le toucher de piste, hein, mais vous pouvez tout à fait débuter votre approche voilà, dans cet arc-là. L'arc vert, c'est ce que vous utiliserez ici en vol de croisière. C'est les vitesses usuelles. La VNO, je vous rappelle, c'est la vitesse à partir de laquelle vous ne pourrez pas manœuvrer brutalement. Hein, vous ne pourrez pas voler en atmosphère, enfin s'il y a des turbulences. C'est la vitesse maximale hein, de normal, hein, c'est votre d'opération normale opérative, voilà, cherchez le terme. Hein, voilà, c'est la vitesse maximale. Hein, c'est-à-dire que vous volez ici dans des conditions normales. Là, vous pouvez voler dans cet arc jaune, mais si vous êtes en atmosphère calme, hein, pas s'il y a des turbulences. De la même manière, hein, dans cet arc jaune, normalement, vous ne devez pas faire de manœuvre brutale. Hein, vous ne devez pas faire un piqué brutal ou un virage brutal. Hein, il faut manipuler les commandes avec quand même avec circonspection. La VNE ici en rouge, hein, c'est la vitesse donc à ne jamais dépasser. Hein, voilà. Donc évidemment, hein, sous peine de bousiller votre avion et de vous écraser. En tout cas d'avoir de gros problèmes. Voilà. Donc oui, pour en revenir à cette présentation, hein, la première partie est quand même importante. Hein, il faut quand même bien maîtriser toutes ces questions-là. La partie calcul, et essayez quand même de retenir au moins ce qu'est le facteur de base et comment le calculer. Je pense que c'est quand même important. Hein. Voilà, après les autres formules, notez-les quand même sur un cahier, ça peut être utile. Et puis cette dernière partie, hein, avec ces différentes vitesses, c'est bien quand même de savoir voilà, alors, les principales. Alors ça, il faut la connaître, hein, la VNE, bon évidemment, de toute façon elle est sur le badin, elle est suffisamment claire. La vitesse de rotation aussi, c'est important de la connaître quand même. Alors, ça c'est quand même... je pense que celle-là, il faut vraiment la connaître. Le train d'atterrissage, hein, si vous pilotez un appareil à train rentrant, c'est bien aussi de savoir la vitesse à laquelle vous pouvez sortir le train. Tout ce qui est également sortie de volet, hein, l'arc blanc. Ça, en fait, retenez ici, hein, voilà, sachez utiliser ce badin, retenez au moins, enfin s'il y a un truc à retenir, c'est peut-être la signification des arcs. Hein. L'arc blanc ici, c'est tout ce qui est volet sorti et train sorti. L'arc vert, hein, vous allez décrocher ici en configuration lisse. Ici, vous allez décrocher avec les volets sortis. L'arc vert, c'est là où vous pouvez voler en temps normal, hein, c'est votre vol de croisière. Et l'arc jaune, attention, hein, pas de turbulence et pas de manœuvre brusque. Et voilà, hein, et votre repère rouge ici, évidemment, à cette vitesse-là, ne jamais dépasser. Et s'il y a
peut-être quelque chose, je dirais, à retenir. Alors, si vous avez un peu de mal avec tous ces termes, hein, ou vous ne les connaissez pas tous, c'est peut-être pas dramatique, mais essayez au moins de retenir, hein, ce schéma avec ce badin. Voilà, hein, retenez ces choses-là, c'est quand même important, hein, de savoir à quoi correspondent ces différentes plages de vitesse. Au moins ça, je pense que c'est quand même assez facile à retenir. Voilà, hein, il faut savoir ça. Voilà. Et là, pour le coup, c'est vraiment terminé. C'est promis, je vous embête plus. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura appris quand même pas mal de choses. C'est un tutoriel qui est quand même assez dense, il est important. J'aborde beaucoup de notions importantes, souvent des notions subtiles. N'hésitez pas à vous le repasser, n'hésitez pas peut-être à prendre des notes. Hein, si vous jugez utile, n'hésitez pas à prendre, encore une fois, une feuille de papier, à prendre quelques notes. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on prend sur le coup, et puis une semaine après, on a un peu tout oublié. Donc n'hésitez pas, hein, prenez des notes, prenez un cahier, voilà, hein, faites comme vous l'entendez, mais essayez quand même de connaître ces notions qui sont fondamentales si vous voulez voler. Voilà, surtout si vous voulez voler sérieusement et comprendre ce que vous faites. Encore une fois, appuyer sur un bouton puis dire oh, bah, l'avion se débrouille tout seul, je sais pas ce qui se passe, mais enfin c'est pas grave, du moment que ça vole, c'est le plus important. Je trouve que c'est un peu dommage, hein, parce que c'est un peu monotone et voilà, c'est un peu stupide. Voilà, donc voilà, j'espère vous avoir été utile. Je vous remercie pour votre immense attention et à la prochaine fois.